3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous ce soir, gérant Action Internationale chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Pierre-Alexis Dumont d'être avec nous également. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion action et convertible de Groupama Asset Management et François Chollet, autour de cette table également ce soir. Bonsoir François. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général de Montségur Finance. On va parler bien sûr des perspectives 2024. Un mot peut-être François de ce début d'année que je qualifiais sans entrain, sans grand enthousiasme. On a eu une première semaine négative. On verra ce que nous réserve cette semaine. Venant encore une fois d'un mois de novembre et d'un mois de décembre qui ont été monstrueux en termes de performance, à la fois action et obligataire. Ça paraît légitime, cette phase de digestion. C'est un rallye de tout. Tout ce qu'on a, c'est ça la vraie séquence importante finalement. Ça a été dans le vert pendant 2 mois d'une manière assez extraordinaire et ça a conduit effectivement à des situations de surachat, on va dire, sur les marchés actions. Et je crois que c'est assez frappant, encore plus peut-être sur les marchés obligataires, parce que le rallye obligataire a fait s'écraser les spreads de crédit, que ce soit sur le corporate, que ce soit sur le high yield, enfin, à une vitesse assez inhabituel, il faut bien le dire, on n'est pas habitué à attacher autant nos ceintures sur ces marchés-là. Et c'était dans le bon sens, donc ça c'est plutôt positif pour l'ensemble des épargnants, et c'est assez général en plus, c'est de part et d'autre de l'Atlantique de la même façon. Alors est-ce qu'il était possible d'envisager une respiration après ça ? La réponse est évidemment. Sans que ce soit une remise en cause de ce qui a, on y viendra, de ce qui a généré ce rallye de novembre-décembre. Alors, la consolidation, et c'est ce qu'elle a de rassurant, c'est qu'elle est de la même façon totalement généralisée. On a une respiration sur le marché action, un retour de 4-5% sur les sommets de fin d'année. Et on a la même chose sur le marché obligataire, avec une reconstitution sur les taux d'à peu près 20 points de base sur les souverains à 10 ans européens, qui correspond à, on va dire, un quart du chemin réalisé en décembre, ce qui est déjà significatif. Mais ça reste une respiration, donc effectivement, le vrai sujet, c'est de savoir si dans cette vraie rentrée, puisque la semaine dernière, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'animations sur les marchés, beaucoup d'opérateurs étaient visiblement encore en vacances, je vous confirme. Une fin d'année, nous, on était là. Mais globalement, il n'y avait pas, je ne pense pas qu'il y ait eu, ce soit significatif, en tout cas, d'un point de vue d'analyse technique. Mais là, pour le coup, on reprend aujourd'hui, on voit bien que le marché, il retrouve un point d'équilibre gentiment en cette rentrée, et j'ai plutôt tendance à penser que tant qu'on est sur ces niveaux-là, on a préservé l'ensemble des signaux qui faisaient qu'on était plutôt dans une conjoncture favorable. Ouais. Votre lecture de cette séquence, et quand je dis séquence, effectivement, c'est partant de ce rallye de fin d'année, Pierre-Alexis. La pause semble légitime. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a pas changé entre le 31 décembre 2023 et le 1er janvier 2024 ? La macro n'a pas changé, par exemple, en quelques semaines comme ça, qui justifierait que les marchés se mettent à trembler, par exemple. Non, mais je pense qu'en effet, ce qui est dit est vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu des effets d'accélérateur de fin d'année, et avec les 15 derniers jours du mois de décembre qui ne sont pas vraiment, disons, des très significatifs de positionnement. Voilà, il suffit de peu de volume pour faire beaucoup monter les actions et baisser les taux. Donc voilà, et derrière ça, il y a eu sans doute un peu d'effet d'exagération, il faut se recaler. Mais on n'a pas, pour nous, on n'en a vraiment pas changé de mode ou de contexte boursier. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment une prise en compte du pivot. Voilà, c'est ça. Ce qui a entraîné une période très confortable où les taux et les actions ont ramené des performances positives. Maintenant, il va falloir recaler, se régler. Ça veut dire quoi, recaler ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans les baisses des taux voilà, c'est là où il y a le consensus le plus fort, quand vous regardez un peu les enquêtes sur les investisseurs, c'est vraiment sur la partie taux, anticipation de baisse des taux, et les anticipations de baisse des taux courts sur l'année 2024 étaient devenues très très agressives. Et ça a bougé un peu, ça s'est corrigé un peu déjà ? Ça s'est corrigé un peu, d'accord. Voilà. Et ça peut encore se corriger un peu, mais si c'est que ça, c'est que des effets de balancier classiques qu'on connaît sur les marchés actions, c'est-à-dire et les marchés financiers globalement. Voilà, vous avez des
des investisseurs qui changent un petit peu de pied, qui se recalent. On est toujours quand même dans un contexte où on n'a pas de très forte visibilité sur les politiques monétaires, il faut le dire. Voilà, et pour nous, c'est vrai que est-ce qu'on aura plus de croissance, plus d'inflation, moins de croissance, moins d'inflation, de la croissance et pas d'inflation, voilà. Autour de ces deux axes-là va se faire en effet la performance de 2024. Voilà, c'est évident. Il y a des scénarios qu'on peut éliminer dans les grands scénarios macro. Je sais pas, l'idée qu'il n'y ait pas de croissance et plus d'inflation aux États-Unis, l'idée de la stagflation, est-ce que c'est par exemple une idée qu'on peut écarter, au moins en partie, pas du tout Alors moi, sur les 2 dernières années, il y a un truc que j'ai appris, c'est que j'écarte aucun scénario. Parce que là, sincèrement, voilà. Si sur les 2 dernières années, le consensus n'a fait que se tromper. Soyons très très clairs sur beaucoup d'éléments. C'est pas le scénario qu'on a nous, le scénario qu'on favorise, c'est un peu plus de croissance. Donc on est assez détendu sur la croissance. D'accord. On est un petit peu moins détendu sur l'inflation. D'accord. Ce serait la contrepartie d'un bas de cycle qui serait pas trop bas. Voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'on a du mal à voir les deux. Oui. C'est-à-dire un marché de l'emploi, de la conso qui se tienne, peut-être de la Chine qui repart un peu, etc. On a du mal à voir du coup ces fameux ce dernier % qu'il faut abattre sur l'inflation. Il risque d'être un petit peu plus lent. On risque d'avoir quelques déceptions, mais ça va créer un petit peu de volatilité sur le marché, mais rien qui remet en cause, disons, le scénario de fond, qui est plutôt à moyen terme assez favorable. Je comprends. Bertrand, votre lecture de cette séquence, et puis avançons sur la partie action. Qu'est-ce qui va faire la course des marchés actions au cours de cette année 2024 ? Alors les taux, évidemment, est-ce que c'est les taux et uniquement les taux, ou est-ce que quand même on rentre dans la période un peu plus fondamentale avec les résultats ? Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre en termes de nourriture pour le marché de ce point de vue-là ? Le problème, c'est que le marché directeur des marchés actions au niveau mondial, le marché américain, est un marché qui, en tout cas, nous, chez Fidelity, nous apparaît relativement cher aujourd'hui, à 18 fois. L'un des brokers américains les plus bullish sur le marché américain attend 5% de croissance des profits en 2024, 5% de croissance des profits 18 fois, c'est pas vraiment cohérent, surtout avec des taux qui eux-mêmes, ils les voient se stabiliser, les taux courts à 3,5. Donc quand on met tout ça en fait en mouline, ça n'a pas vraiment de sens, à part si effectivement on considère qu'à moyen terme, on revoit les taux longs revenir à 1%, ce qui n'est pas du tout notre scénario, l'inflation revenir proche de zéro, ce qui n'est pas du tout notre scénario. Donc c'est vrai qu'on est en train aujourd'hui, pour pouvoir aller plus haut, de devoir faire des hypothèses très agressives, très agressives, que nous on ne fait pas. Et donc sur le marché américain, on est très prudent. Alors évidemment, le marché américain, il y a une dichotomie entre les titres qui tirent cette hausse, les 7 magnifiques, mais également donc une quinzaine d'autres sociétés, donc on va dire 25-30 sociétés au total, pour faire court, qui tirent cette hausse, et le reste avec beaucoup notamment de petites et moyennes valeurs qui restent sur des valorisations qui sont très intéressantes. Mais d'un point de vue indiciel, c'est vrai que l'indice américain est à risque et qu'il peut entraîner l'ensemble des indices boursiers actions à la baisse. Voilà. Nous, sur l'Europe, on est un peu plus mitigé, puisque c'est vrai que le marché européen est beaucoup moins cher, autour de 12 fois, 12-13 fois. Après, voilà, 12-13 fois, c'est intéressant si on revient à 2% d'inflation. Si, comme on le pense, on va se stabiliser plutôt entre 3 et 4, là, pour le coup, on considère que le marché il est déjà bien valorisé. Là encore, on a une dispersion des valorisations qui est alors, moins importante qu'aux États-Unis et des contributeurs à la performance de l'indice moins importante qu'aux États-Unis, mais qui est quand même là. Et donc, on peut aller chercher des valeurs mal aimées qui sont intéressantes. Et c'est vrai que le repli des petites et moyennes valeurs depuis le début de l'année, après un rebond technique relativement violent l'année dernière, est pour nous un vivier d'opportunités. Et on pense qu'il va y avoir une accélération des opérations de sortie de cote, notamment, puisque la stabilisation des taux d'emprunt va permettre à un certain nombre de sociétés de faire des modèles et de se dire, voilà, on va se sortir de la bourse. Un actionnaire majoritaire, sortir de la bourse également, sortir la société de la bourse. Et également des fonds de private equity, d'être un peu plus agressifs et de déployer les capitaux qu'ils ont aujourd'hui, donc qui n'ont pas été fortement déployés l'année dernière, notamment ici dans les mois. Donc il ne faudrait pas... Là, vous décrivez effectivement de la smart money qui s'intéresse déjà effectivement aux valorisations des petites et moyennes capitalisations boursières, donc cotées. Est-ce qu'il peut y avoir plus que ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir vraiment un flux beaucoup plus général de retour sur cette classe d'actifs Alors c'est vrai que c'est une classe d'actifs qui depuis 2 ans et demi a sous-performé très significativement. Massivement, Même quand on analyse les phases de sous-performance historique, c'est quand même très tiré, l'élastique est très tendu.
Si on regarde dans l'histoire les phases où on a eu des sous-performances aussi importantes, aussi violentes, par exemple 2008, 2009, ont été directement, mais très très vite, en 6 mois, 12 mois, suivies par des phases de surperformance extrêmement violentes. En 2010-2011, les small mid-cap en Europe, ont fait 60% de surperformance par rapport aux grandes valeurs. 60, record historique. Alors qu'elles avaient perdu 30% en 2008-2009. Donc on peut avoir des effets de balancier parce que la liquidité est faible, parce qu'il y a effectivement peu d'acteurs, les capitalisations boursières sont devenues faibles aussi. On a des effets d'entonnoir. Bon, 2024, l'année des small caps, je crois qu'on est parti dessus là. Oui, mais alors... Non, mais ça devient un vrai consensus. Il y avait des choses à dire. Oui, le consensus, il est pour l'instant pas flagrant sur les flux et sur les volumes de transactions sur les small caps. Pour l'instant, les small caps sont animés, comme on a souvent le cas dans un marché déprimé, par des opérations entre guillemets organiques, des chefs d'entreprise qui retirent leur entreprise de la cote, des OPA, des fonds de private equity qui viennent récupérer de la croissance externe à bas prix, puisque généralement on est moins bien valorisé que sur les valorisations qu'on a dans le private equity. Et donc il y a des pépites qui sont des pépites aujourd'hui totalement européennes, voire mondiales, sur des niches, qui sont des belles boîtes de croissance, qui sont à des niveaux de valorisation, je partage, extrêmement tendus. On est au plus bas, je crois qu'il faut retrouver des exercices 2009 pour trouver les multiples qu'on a aujourd'hui, ou sans parler de multiples de profit, les multiples en termes de rapport au fonds propres, je crois qu'on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des valorisations à la casse. On a eu en fin d'année quelque chose qui ressemble quand même à un rebond technique et plutôt de l'habillage de fin d'année. Il faut bien avoir en tête que ce sont des entreprises où les dirigeants ont des contrats d'animation de cours, ils ont besoin, pour se financer correctement, d'avoir des cours qui présentent bien au 31 décembre. Et donc, on a pas mal de mouvements de manière assez cyclique en fin d'année sur ces segments de la cote. Pour l'instant, c'est un mouvement qui marque une pause en début d'année. Alors, nous, on a fait 2 mouvements. Un premier qui était acquérir une société de gestion de caps en 2023. On a un peu sidé les fonds de small cap. Je crois que le fonds, il est à peine à 12 millions d'euros, donc c'est tout à fait marginal aujourd'hui. Et on attend effectivement maintenant un signal de flux pour accompagner ce mouvement-là, parce que je pense que c'est un moment qui pourrait être, comme vous le disiez très justement, à la fois profond en termes de flux, mais surtout avec des effets énormes d'entraînement sur les prix et sur les valorisations. Et d'ailleurs, on le voit bien, la vraie valeur, qui est celle que donnent les chefs d'entreprise sur leurs titres, elle est 30 à 50% supérieure à ce qu'on voit sur les propriétés. Donc il y a vraiment un potentiel de rebond important. Et pour cela, il faut qu'il y ait un peu, je dis juste un peu, de sérénité sur la partie taux. Et c'est vrai que, alors je remonte un peu en arrière de notre conversation, mais sur la partie taux en Europe, on a des chiffres aujourd'hui d'inflation qui mécaniquement s'inscrivent en hausse pour des raisons techniques. Effet de base. Oui, ça a beau être des effets de base, on a beau être tous préparés à cela, on sait bien pourquoi ça arrive comme ça. Il n'empêche que quand le chiffre tombe, on a tous une réaction qui est de dire « Ah, c'est pas le niveau qu'on attend pour des baisses de taux ». Et donc, on a tendance à imaginer que la Banque Centrale Européenne va continuer à quelque chose comme ça. J'ai pas tout à fait le même avis sur les États-Unis. J'ai plutôt tendance à dire qu'aux États-Unis, on a, pour le coup, sur l'inflation, peu de mauvaises nouvelles à attendre sur les prochaines semaines et plutôt confiance dans la poursuite de la désinflation. La poursuite de la désinflation. Le dernier kilomètre de désinflation aux États-Unis ne sera pas le marathon que certains nous prédisent, qui durerait non pas 1 kilomètre, mais 42, quoi. Non, j'ai plutôt le sentiment que c'est un sujet du passé, l'inflation aux États-Unis, qui est réussi, un pari réussi de la Réserve fédérale. Après, l'autre point qui me paraît important, au-delà des pivots de taux courts, c'est quand même les taux longs. Et les taux longs, aujourd'hui, ont comme moteur de pricing le fait qu'il n'y a plus l'impact des banques centrales pour les faire baisser. Et voire même, on est dans des bilans de banques centrales qui soient d'ailleurs de manière assez symétrique aux États-Unis ou en Europe, où on a tendance à lâcher du papier et diminuer les tailles de bilan aux États-Unis. On parle de à peu près 1200, 1300 milliards aux US. C'est à peu près l'équivalent d'ailleurs en Europe. Quel est le vrai prix du 10 ans quand vous avez des banques centrales qui abandonnent leur action à la baisse et voire même influent désormais à la hausse? On a un petit rebond technique, on le rappelait, de 20 points de base sur le 10 ans européen, et c'est un peu la même chose aux États-Unis. Mais on n'a pas encore les chiffres. On cherche encore la vérité du prix. Voilà, on cherche la vérité aussi des chiffres sur les bilans de banques centrales, et ça, on les aura dans quelques jours.
Je reviens sur les small caps et tous les arguments qu'on a développés, alors a posteriori, pour expliquer la sous-performance. C'était... Il y en a un autre argument qui est assez massu et qui est vrai, c'est que d'un point de vue financier, c'est des sociétés qui sont plus suivies. On a un modèle d'analyse financière aujourd'hui qui fait que ce sont des entreprises qui n'intéressent pas les grands bureaux de recherche parce que ça coûte très cher de suivre ces boîtes. Il y en a beaucoup. C'est des tout petits flottants. Ça ne fait pas de business pour les bureaux de recherche. Et donc souvent, c'est de la recherche qui n'existe pas ou qui est sponsorisée par les entreprises. C'est-à-dire que c'est plutôt du public rédactionnel que de l'analyse financière. Voilà. Donc nous, c'est quelque chose qui nous posait un vrai problème. C'est un des dommages collatéraux, ou même pas forcément collatéraux, de MiFID 2. Oui, bien sûr. C'est un vrai dommage. Et donc, on considère qu'aujourd'hui, un des rares moyens d'adresser ça de manière un peu diversifiée, c'est d'avoir des portefeuilles très larges, plus de 100 titres, des expositions très faibles à chaque fois, et assez quantitatives. Des fonds micro-cap, quoi. Non, c'est... oui, mais c'est des stratégies un peu micro-cap. C'est le micro-cap de quelqu'un, mais la vérité, c'est que la small-cap américaine et la small-cap européenne... Ah bah oui, même taille, oui, je comprends. Il ne faut pas se tromper sur les tailles de capitalisation. Pas le même monde. Non, oui, tout est relatif. Non, mais je reviens sur les arguments quand même qu'on développait pour expliquer la contre-performance des small-cap. Alors, il y avait déjà la part des entreprises pas rentables dans les indices small-cap. Il y avait la question de la liquidité du marché en tant que tel. Il y avait la question des endettements, avec quand même des coûts du capital, des coûts de financement qui sont amenés à être plus élevés demain. Pour celles qui vont se refinancer à partir d'aujourd'hui ou se financer tout court, il y aura forcément un coût du capital qui sera plus élevé qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière. Ces arguments, ils sont encore valables, Pierre-Alexis? Oui, alors, le seul problème, c'est que les small caps, c'est que c'est 2000 ou 2500 valeurs. Ouais. Les small caps américaines ne sont pas du tout les small caps européennes. Voilà. Et donc et vous avez dans les small caps soit des futures stars qui vont sans doute tenir les grandes caps, en tout cas il faut l'espérer pour le gisement européen de demain, mais vous avez aussi beaucoup de fallen angels qui eux sont dans des restructurations permanentes. Et les rising stars, est-ce que c'est pas celles justement qui sont toutes en train de se faire sortir de la cote au fur et à mesure, ou par le private equity, ou par les chefs d'entreprise ou les industriels du secteur qui se disent que de toute façon la bourse n'arrive pas à reconnaître la valeur de leurs concurrents, autant le racheter, etc. Oui, parce que sur le coup ça paye, c'est très bien, mais structurellement pour demain, on se demande dans quel état on va retrouver la cote small cap d'ici quelques années. C'est le problème que l'on a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, il y a un problème de suivi des titres. Et il y a un problème de liquidité des titres, avec une liquidité qui s'est considérablement réduite. Voilà. En dessous d'1 milliard, vous avez plus. Ça traite plus. En dessous de capi d'1 milliard, ça ne traite plus. Ou très très difficilement. C'est un vrai problème. Et donc quand vous faites de la gestion collective, vous n'avez pas 40 solutions. Soit vous faites en effet des portefeuilles très diversifié, assez quantitatif de 100-150 titres. Nous, on a pris une autre option de faire des portefeuilles plus concentrés avec des typologies de valeurs assez fortes, mais on monte un peu plus haut en capi. Voilà, donc voilà, mais de toute façon, vous ne pouvez pas avoir les deux. Ça, c'est évident. Nous, clairement, moi, je m'inscris totalement dans ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que il y a les conditions pour que les small caps fonctionnent. Après, le grand risque, c'est qu'en effet, comme il y a des éléments de clé de valorisation sur certains segments US qui sont en effet qui sont un peu asymétriques, c'est-à-dire que vous avez du mal il faut vraiment que tout se passe très très bien sur ces sociétés qui en plus sont des très grosses sociétés. Donc souvent on sous-estime quand même l'effet base, c'est-à-dire que quand vous faites une société, quand vous avez des sociétés qui font 1000, 2000 milliards de capi, pour créer des 10% pour monter de 10%, c'est 200 milliards, 100 milliards, 200 milliards de création de valeur. C'est quasiment total. Donc faut créer. Et donc là, vous commencez à avoir des problèmes de est-ce que j'ai des marchés assez gros pour créer 200 milliards de création de valeur d'une année sur l'autre et autres. Donc voilà, on commence à rentrer là-dessus. Donc pour que ça marche, il faut que ce segment-là se dégonfle un peu, mais sans créer un phénomène de stress
sur les marchés actions. C'est pas deux mondes qui vivent en vase. Ah non, d'accord. non, ce qui se passe sur les méga caps américaines. Le marché des small caps a besoin quand même dans un environnement économique qui est relativement porteur, d'un marché action pas trop stressé, de niveau, disons, de financement relativement clair pour qu'il y ait des flux rentrants. Hein. Sinon, on n'aura pas de flux rentrants. Donc, il n'y a pas de flux rentrants, il n'y a pas de raison que les small caps montent. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qui fait le prix. Hein, c'est à court terme, c'est la loi. Donc, voilà, c'est en ça. Nous, on y croit beaucoup, tout simplement parce qu'on croit que 2024, en effet, sera une année plus discriminante, qu'on espère un peu moins macro dans le monde action. Une fois qu'on se sera rassuré avec la macro. Ça fait 2 ans qu'on prend de la macro avec les taux qui font que les actions, et avec des phénomènes de vases communicants qui sont assez violents et de temps en temps un peu loin des fondamentaux des actions à long terme. Hein. Voilà. Et donc derrière ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en effet, il y aura le mixte valorisation-croissance qui va ressortir. Et si on prend ce mixte-là, on a sur la partie petite et moyenne valeur, mais même sur les moyennes cap européennes, voilà, des choses intéressantes en effet qui à moyen long terme à jouer. Il faut juste que les investisseurs soient moins prudents, moins bourrés de cash et veuillent diversifier plus les portefeuilles et aller chercher de la diversification sur ce segment. Et ça nécessite en effet d'avoir un marché qui reste, disons, un peu détendu, notamment sur la partie politique monétaire. Et ce qui aidera beaucoup, à mon avis, les petites et moyennes valeurs, c'est quand on aura, disons, des banques centrales qui naviguent un peu moins à vue. D'accord. Qui redonneront un peu de perspective au marché. Parce qu'on a besoin d'une horizon un peu longue. Voilà. Et là, aujourd'hui, la réalité, c'est que fin octobre, on pensait que les taux allaient cesser de monter. On est début janvier, on pense qu'il va y avoir 4 ou 5 coupes de taux en 2024. Bon, on y perd un peu son latin, soyons très clairs. Bon, sur les grands déterminants de marché, alors je sais pas, il y a le pétrole, là, on est un peu dans le... Ça bouge dans tous les sens, quoi, le pétrole. Il y a le pétrole, il y a aussi un élément qui est lié, c'est la Chine. Hein. Parce que donc, nous, le marché chinois, on considère qu'il y a une opportunité. Alors, peut-être pas historique, mais proche, notamment relatif à l'Inde. Hein. Aujourd'hui, il y a une bulle sur l'Inde, tout le monde veut être sur l'Inde. L'indice indien traite à plus de 30 fois les profits. Je regardais tout à l'heure, l'année dernière, imaginez combien il y a eu d'introductions en bourse en Inde. 215. Voilà, on est dans une bulle énorme. L'Inde, c'est fantastique. Alors, 6% de croissance du PIB, certes, effectivement. Mais ça, c'est plus que reflété aujourd'hui dans les valorisations. Côté de ça, la Chine, qui a les problèmes qu'on connaît, 8 fois en termes entre 8 et 9 fois, donc le type de bénéfices. On est sur des ratios très faibles. Et là, pourtant, on a des grandes entreprises qui ont des vocations, pour certaines, mondiales à moyen terme. Dans le domaine de l'Internet aussi, hein, pas que dans des secteurs un peu traditionnels. Donc on peut quand même aller... Alors il y a des soucis, hein, clairement, mais nous on pense que pour des raisons notamment sociales, ils vont être obligés de gérer cela, et on ne croit pas à une invasion imminente de Taïwan qui générerait une... Le 14 janvier, au lendemain des élections à Taïwan, il n'y aura pas de... Voilà. Bon, on est... Mais c'est un peu même question que pour les small caps. Qu'est-ce qui est structurel, qu'est-ce qui est conjoncturel dans ce que vous décrivez, dans la décote de valorisation historique des actions. Bon, le discours, le narratif des investisseurs est de dire aujourd'hui, y compris pour des gros américains, et de dire c'est plus investissable au regard des standards politiques, notamment, c'est plus investissable. Il y a une incompréhension effectivement il y a une compréhension des problèmes, mais on ne comprend pas la manière dont réagissent les autorités. Que ce soit pendant la crise du Covid, leur crise du Covid qui a été décalée par rapport à la nôtre, hein, avec une vision assez autoritaire des choses, hein, qui a un petit peu détruit la confiance des ménages. Et c'est vrai, à un moment donné où l'enjeu en Chine, c'est justement de faire la transition entre une économie d'investissement, en infrastructure notamment, vers une économie du consommateur. Et donc, quand vous cassez le moral du consommateur... Au moment où il faut faire cette transition pour continuer à avoir votre économie croître, ça a été compliqué. Bon, aujourd'hui, je pense qu'ils ont saisi la problématique. Ils vont être plus sensibles à ça.
ils sont plus sensibles. En même temps, il y a la problématique de la bulle immobilière. Donc, ils peuvent pas faire une relance traditionnelle, classique, telle qu'ils les ont faites sur les 20 dernières années. Donc, ils apprennent. Ils mettent plus de temps. Mais clairement, de notre point de vue, il va y avoir des mesures qui vont être assez rapidement prises de manière à restaurer la confiance. Parce qu'en fait, ils ont de l'épargne, ils ont de l'argent. Ils ne consomment pas parce qu'ils ont peur de ce que va faire leur gouvernement demain. Et ils n'ont plus confiance dans les autorités locales, et même les autorités locales commencent à ne plus avoir confiance dans les autorités centrales. Donc on a tout un système un peu à repenser. Mais il y a des purges, entre guillemets, c'est comme ça que ça fonctionne chez eux, qui sont assez violentes. Oui. Bon, là, je pense c'était la semaine dernière, on a 30 militaires au gradé qui ont disparu. Voilà, donc bon, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Et puis, pour ce qui concerne les investisseurs internationaux, on pensait que le moment de grande répression vis-à-vis des big tech chinoises, donc c'était 2021, si je dis pas de bêtises, ou 2020 peut-être même, on pensait que c'était terminé. Juste avant Noël, à nouveau, le secteur des jeux vidéo, projet de régulation, etc., qui fait perdre 80 milliards de market cap à Tencent et les autres. Là aussi, ça rafraîchit à nouveau quand même considérablement l'ambiance. Voilà, il y a effectivement aussi ce risque réglementaire, puisqu'ils essaient de réglementer Internet et toutes ces activités-là beaucoup plus que dans d'autres pays occidentaux. Voilà, là encore, il y a une transition qui, culturellement, nous est difficile à comprendre. Mais pour nous, on considère que la société est vraiment un point de rupture. Qu'on ne perçoit pas forcément ici, mais nous on a une centaine de personnes sur le terrain, des analystes, des gens qui vivent aussi là, locaux, et qui perçoivent un peu comme ça, en disant on est à un point de rupture, et paradoxalement peut-être plus dans les campagnes que dans les villes, où il faut qu'il y ait une évolution de la société, qui est vers une société de consommation et une évolution plus agressive que ce qu'on a perçu ces dernières années. Et ça pourrait redonner un peu la confiance aussi aux investisseurs. Ça peut se propager au-delà de la Chine et au-delà des actifs chinois, c'est quelque chose qui peut aussi... vu la taille effectivement de l'économie chinoise, et puis on revenait sur le pétrole, vu leur intensité en consommation de pétrole également, ce serait une nouvelle relativement favorable. Et je veux dire, ce que fait l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est donner aussi un petit coup de pouce, notamment aux Chinois, en ayant des prix un peu plus faibles. Ils baissent les prix vers l'Asie, c'est ça, du pétrole vers l'Asie. Si je reviens à l'Europe, François, encore une fois, la saison de publication de résultats va commencer. Quels sont les secteurs qui méritent le plus d'attention? Ou est-ce qu'il y a peut-être le plus d'asymétrie entre les valorisations qu'on observe aujourd'hui et ce qu'on peut anticiper en termes de dynamique bénéficiaire? Juste pour boucler sur la Chine, excusez-moi, allez-y sur la Chine. C'est un peu le même sujet que sur les small caps. On a plein de raisons fondamentales de se dire c'est pas cher, il faudrait y aller. Et c'était vrai il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, etc. Et donc je me dis finalement, c'est pareil, une fois qu'on a mis un marqueur pour regarder comment ça se passait là-bas, on attend un peu les flux pour tous se précipiter. Et finalement, je préfère acheter 10% plus cher, tant pis si je rate le premier train, mais je n'aurais pas perdu peut-être 6 mois de plus, parce que c'est vrai que ça peut encore durer quelques temps comme ça. Donc c'est difficile d'adresser des marchés en redémarrage comme ça, ou dont on attend un retour en grâce. Il n'y a plus d'investisseurs. Et en même temps, c'est pareil que sur les small caps. C'est-à-dire que ça va tellement vite, parce que c'est difficile de sortir quand tout le monde veut sortir, mais c'est aussi difficile de rentrer sur l'autoroute quand tout le monde veut rentrer en même temps. Et les actions chinoises, il y a beaucoup de bêta aussi sur des indices chinois, des ETF, etc. Je veux dire, ça peut nous emmener à du plus 50 en quelques semaines ou quelques mois. C'est ce qu'on avait vu à la réouverture sanitaire de la Chine. Après, pour parler avec les clients, nos clients n'ont pas tous l'appétit. Ils ne vous demandent pas. Non, mais bien sûr, c'est le client qui décide. Et donc, dans un cas comme celui-là, c'est sûr. Lorsqu'on fait des allocations, j'avoue qu'on ne pousse pas plus que ça à la consommation à l'état actuel du marché chinois. Très clair. Voilà. Pour revenir à la croissance des bénéfices et à ce qui se passe actuellement, première chose, pour revenir au marché directeur, on a des révisions continuelles en hausse de la croissance américaine. On attendait 0,6, le consensus, je ne parle même pas de... on attendait 0,6 il y a quelques mois, on est plutôt autour d'un 50, un 60 au niveau du consensus 4 mois plus tard. Ça veut dire que quand même, on est en train d'acter le fait que l'embarquement de croissance qu'on a eu en 2023 va, quoi qu'il arrive, perdurer dans les premiers mois de 2024. Et donc, a priori, on n'a pas l'accident qu'on attend depuis 2 ans désormais, je pense. Ça doit faire à peu près 2 ans qu'on se dit que l'Amérique va arriver dans une récession ou dans une période difficile. C'est vrai que le consensus là-dessus a été trompé un certain nombre de fois. Donc, pour l'instant, en tout cas, le consensus n'est pas dans un scénario qui est de dire
on arrive sur un accident majeur en 2024. Il est dans un schéma où, finalement, cet accident ne cesse d'être retardé. Et encore une fois, le premier trimestre, a priori, ça devrait être retardé. Côté européen, on a plutôt un dernier trimestre 2023 qui risque d'être atone. Comme depuis un an. Hein. Mais quand on dit atone... Là aussi, j'allais dire, pas de surprise, quoi. Il ne faut pas se tromper. On est sur des niveaux de profit en Europe records, historiques, depuis plusieurs années désormais. Donc, il ne faut pas se tromper. On est dans des multiples de valorisation qui tiennent compte de profits qui sont records et de marges qui n'ont pas, en tout cas à court terme, selon moi, de grandes raisons d'être désespérantes début 2024. Et donc, on peut avoir de la volatilité sur les publications. Je note toutefois que c'est à chaque période de publication que les marchés se sont reconnectés avec leur sommet. Ouais. Hein, donc, depuis quasiment 2 ans, c'est à chaque fois qu'on a eu des publications trimestrielles que les marchés ont récupéré leur point haut. On n'a plus qu'à attendre quelques jours maintenant pour espérer que ça se produise de la même façon. Mais c'est simplement au-delà de la blague pour dire que on passe notre vie entre les publications à s'inquiéter. C'est notre métier, on est payé pour ça. On s'inquiète à la place de nos clients pour leur épargne, on s'inquiète... vous gérez des risques, hein. Oui. On gère des risques, etc. Oui. La vérité, c'est que l'entrepreneur, lui, dans une autre dynamique, lui, il est en train de dire j'alloue mon capital pour le mieux et j'utilise les données économiques, les taux d'intérêt, l'inflation, la capacité à passer des hausses de prix, à rogner auprès de mes fournisseurs, pour maintenir et développer mes marges et mon activité. Et donc, fatalement, chaque fois qu'on se reconnecte, on prend une piqûre de rappel du vrai monde qui n'est pas celui de la finance, qui est celui des entreprises. Et celui-ci, aujourd'hui, est marqué par des gens qui se débrouillent depuis maintenant 2 ans très bien dans un contexte difficile. L'inflation les a aidés plus que pénalisés. La remontée des taux, aujourd'hui, elle impacte effectivement les financements, mais pas de manière aussi criante que ça. On a des échéances, effectivement, mais on a vu que même dans des secteurs qui étaient en difficulté sur le refinancement, je pense à l'immobilier coté, des renégociations de crédit pour Unibail récentes, c'est venu rassurer tout le secteur, parce qu'ils ont réussi à lever de la dette dans des conditions de taux tout à fait acceptables, et du coup, le fameux mur de la dette pour ces entreprises-là, il est légèrement reporté. En tout cas, ça détend vraiment l'atmosphère, et les décotes... Voire adouci, on a vu la prolongation des PGE, etc., pour des entreprises pas forcément cotées, d'ailleurs. Dans ce contexte qui a beau être difficile quand on regarde en tant qu'observateur, il n'empêche que les entreprises s'en sortent plutôt bien, et en tout cas, les masses de profit 2023, pour terminer là-dessus et conclure, elles seront excellentes sur la même base que 2022 qui était historique. Et donc, quand on regarde par rapport aux années 2009-2010 qu'on citait là, on était... aujourd'hui, les profits de 2009, c'est les dividendes de 2020 en montant. Et les rachats d'actions, j'oublie les rachats d'actions, pardon. Mais c'est des grandes masses, elles sont là. Donc, les multiples de marché ne sont pas aussi tendus que ce qu'on peut l'imaginer par les niveaux d'indice. Capacité, Pierre-Alexis, des entreprises, notamment en Europe, à tenir ces niveaux de marge records. Si l'inflation, avec l'illusion monétaire, a aidé effectivement les entreprises à accroître leur niveau de marge, est-ce que ce mouvement-là doit connaître à un moment quand même une forme de reversal, quoi, quand l'inflation baisse comme on l'observe aujourd'hui? La désinflation, c'est quand même positif pour les marges. Voilà, mais ça leur permettra aussi... D'accord. Donc l'inflation, c'était positif pour les marges, et la désinflation, ce sera aussi positif pour les marges. Ça permettra, en cas d'une demande qui faiblit, ça vous permet de baisser les prix sans avoir des impacts trop forts sur les marges. Donc on est, c'est vrai, dans une période qui est relativement favorable et qui est sans précédent. Hein, parce qu'en général, l'inflation, c'est baisse des marges, baisse des profits, historiquement. Mais bon, comme toutes les périodes d'inflation sont différentes, celle-là, elle a été très différente et ça a plutôt été pour l'instant positif. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en effet, ça permet de reboucler. C'est-à-dire que ça permet de reboucler et qu'au final, je pense qu'en masse, les bénéfices vont très bien se tenir. Par contre, entre segments, comme il y a beaucoup de différences de valorisation, d'inquiétude sur certains segments, on parle de l'automobile, on parle le secteur bancaire a des valorisations. Là, il y a de l'asymétrie entre la valorisation qu'on observe de ces secteurs et les perspectives bénéficiaires qu'on peut avoir pour ces entreprises. C'est-à-dire qu'il y a dans les cours beaucoup de pessimisme.
inhérent à la valorisation de ces sociétés. On pense que voilà, les marges nettes d'intérêt des banques vont reculer de 20 à 25% l'année prochaine. Bon, est-ce que ce sera le cas? Est-ce qu'ils vont pas avoir la capacité de mieux gérer c'est une question, et donc ça offre un peu d'asymétrie. Voilà. Et on a un peu le cas dans beaucoup de secteurs cycliques. On a ces phénomènes un peu d'asymétrie où c'est vrai que on a un marché qui quand même en 2023 est monté à reculons, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que c'est plutôt des valeurs de qualité rassurantes, qui offrent de la perspective, qui offrent de la résilience, sur lequel là les valorisations sont dans certains cas très tendues, dans certains cas tendues. Voilà, elles sont pas, c'est pas encore la bulle d'Internet, mais voilà. Donc ça, par contre, si nous, comme on le pense, on a plutôt plus de croissance, mais un peu plus d'inflation, c'est clair que faut être pro-cycle. Faut être plutôt un peu plus pro-cycle, et c'est sur ces valeurs-là. Et donc, on va sans doute avoir, et on a eu des phénomènes d'arbitrage assez violents entre les segments de marché qui, au final, sur l'indice, vous voyez pas grand-chose. Mais vous pouvez avoir des arbitrages. Donc, c'est ce qu'on va surveiller. On ne l'attend pas forcément ce trimestre-là. Voilà. D'accord. Là, ce trimestre-là, normalement, c'est la validation vous allez avoir 2023. C'est clair que la techno va ressortir en termes de croissance année sur année. Tout ce qui est secteur touché par les pandémies va encore sortir c'est-à-dire les compagnies aériennes, tourisme, loisirs, etc. Va encore sortir des performances, des croissances extraordinaires. On parle de plus de 200% de croissance d'année sur année, et c'est encore le secteur énergétique et le secteur des matières premières qui souffrent depuis maintenant plusieurs trimestres. Mais on pourrait avoir, au fil de l'année 2024, en effet un peu plus d'arbitrage. Et nous, ce qu'on pense vraiment, c'est qu'au vu des valorisations, ce qui va faire la performance, c'est pas forcément la macro. Si on a un peu plus, comme on l'espère, de visibilité sur la politique monétaire, c'est ce qu'on appelle, nous, les tendances bénéficiaires. Donc c'est là, nous, on va se fixer, et c'est là où on va aller regarder entre des sociétés qui affichent une résilience ou des tendances bénéficiaires marquées et des valorisations basses. Vous disiez le marché montait à reculons en 2023, et en même temps, j'ai vu quand même pas mal de secteurs défensifs, santé, consumer staples, biens de consommation courants, etc. Utilities, telco, ça n'a pas fait grand-chose, voire rien. Voire ça a été très très compliqué. Pourtant, des secteurs réputés défensifs, justement, quand on manque de visibilité, quand on n'est pas certain du régime macroéconomique, ça peut être des secteurs qui auraient pu trouver de l'intérêt. Ça n'a pas été le cas. Vous savez, on dit que l'histoire se répète, mais qu'elle est différente à chaque fois. Et là, c'est clair qu'il y a beaucoup de secteurs, notamment le secteur spiritueux, vit une période, mais parce que on a eu l'effet Covid qui a créé une espèce de bonanza pendant quelques années sur les années folles. Et là, le secteur spiritueux, vous avez les phénomènes de déstockage et autres qui font que le côté résilient de ces secteurs est mis à mal. Et sur la pharmacie, oui, vous avez Sanofi d'un côté, mais vous avez Novo Nordisk de l'autre. Oui, c'est vrai. Il faut bien choisir. Il y a Novo. Voilà. Sur les secteurs qui méritent de l'attention selon vous, Bertrand, et puis cyclique, défensif, on ne sait plus trop d'ailleurs ce qui est défensif, cyclique. Effectivement, comme ça a été dit, il y a des secteurs qui sont pricés pour la scénario de récession qui n'est plus le scénario central aujourd'hui du consensus, mais les valorisations continuent à refléter ça. Effectivement, les valeurs bancaires, on a l'impression que l'enjeu de 2024, ça va être de gérer toutes les bad loans, donc la dette un peu compliquée et les défauts. Bon, et si on n'est pas en récession, il n'y a pas de raison qu'on ait une explosion des défauts. Donc de ce point de vue-là, cette décote n'est pas justifiée. Sur les matières premières, c'est également effectivement la même chose. Alors les matières premières, c'est très lié, mais un peu faussement, parce que si on regarde le rétroviseur à la Chine, en disant la Chine a été un des plus gros consommateurs de matières premières, l'enjeu dans le futur, c'est plus la transition énergétique, et d'autres pays que la Chine, on peut penser à l'Indonésie par exemple, qui vont être les drivers, ou l'Afrique, de la consommation des matières premières dans les années à venir. Regarde par exemple le cuivre, à court terme, on a une telle déconnexion entre l'information qui vient du terrain et en particulier la réduction de l'offre. En Amérique latine, mais c'est drastique. La deuxième plus grosse mine du monde a été fermée au Panama parce que le grade, donc l'intensité en cuivre, est trop faible dans le minerai. Voilà, on a des problèmes également. Codelco, le plus gros acteur, lui qui est au Chili, qui a révisé à la baisse ses volumes. Comment ça se fait que les prix n'explosent pas On trace en fait des droites mais en augmentation très forte.
forte en disant la transition énergétique le demande. Pourquoi ? Parce qu'il faut 17 ans pour avoir un permis pour ouvrir une mine. Il faut 8 ans pour avoir un permis pour étendre une mine existante. Mais les prix devraient exploser, c'est ça que je comprends pas. Mais ça veut dire quoi ? Tout le monde a stocké ? Où effectivement, alors déjà, il y a eu des effets de stock, effectivement, qui ont été. Mais aujourd'hui, on pense que ces stocks, ils sont très faibles, notamment sur le cuivre. Mais il manque, encore une fois, les gens les long only, qui vont investir sur le cuivre, parce qu'on a peur de la récession et du manque de rebond de l'économie, de vigueur. Avant de voir les perspectives séculaires devant nous, on a peur du trou d'air. À force de regarder à court terme, on manque un peu la perspective à long terme. Et on va se retrouver, ces personnes-là vont se réveiller, qui regardent qu'à court terme, avec un cours du cuivre à 12 000, 13 000, peut-être 14 000 d'ici 18 mois, 2 ans. On est à quoi, 3 500, 3 600 la tonne, enfin ça tourne dans ces eaux-là. 8 000, pardon, ah oui. Bon. Mais voilà, donc effectivement, avec le potentiel de ça derrière, sur les sociétés cotées, évidemment, qui amplifie il y a un effet de levier sur la hausse du prix. Voilà, donc, encore une fois, il faut être sélectif, il faut regarder, c'est pas, ce qui est vrai pour le cuivre n'est pas vrai pour toutes les matières premières, mais c'est quelque chose qui attire fortement notre attention et focalise aujourd'hui nos recherches internes. On avait fait le palmarès des Como 2023, parce que c'est vrai que c'est pas un compartiment qui a beaucoup monté, donc c'est Nuclear First, l'uranium, Yellow Cake. Ouais. J'ai appris, je sais plus, 80%, et puis derrière, c'est jus d'orange et cacao. Voilà. Des matières premières agricoles. Alors que tout ce qui est lié à la transition énergétique est en fait en bas. Cacao, mauvaise récolte. Ça n'a pas de sens. Tout ce qui a le moins marché. Oui, c'est vrai que c'est un mystère. Je suis assez d'accord avec vous. Mystère, ouais. Il y a une dissonance entre le discours des experts qui nous disent, à commencer par la UOD, on aura besoin de cuivre comme on n'a jamais eu besoin dans toute l'histoire de l'humanité, préparez-vous, et des cours du cuivre qui sont flat. C'est pareil pour l'aluminium, c'est pareil pour l'aluminium propre. Évidemment. Voilà, c'est pareil pour pas mal de choses. Pour le nickel, cobalt, énormément de choses. On verra comment ces asymétries se résolvent ou non dans les marchés au cours de cette année 2024. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Merci. Bertrand Puy, Fidelity, Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Management et François Chollet, Montségur Finance.